Bonjour, je suis Mister Dark Web. Dans mes vidéos, je vais vous raconter des histoires tirées du cœur du Darknet, un endroit où les lois existent seulement pour être enfreintes. Nous plongerons dans un monde où les secrets valent plus que l'or, et où chaque pas peut être le dernier. Je vais vous montrer comment la véritable justice peut être cruelle et impitoyable. Préparez-vous à découvrir une vérité que vous n'entendrez jamais dans les nouvelles. Ici, il n'y a pas de place pour la pitié ou le pardon. C'est le Darknet, et je suis votre guide dans ce monde sombre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous raconter la confession d'un quart d'heure, avec son soi-disant code d'honneur. J'ai trouvé cette histoire sur l'un des forums fermés du Darknet, où celui qu'on appelle Cobra a raconté son histoire, comment et pourquoi il est devenu quart d'heure. Bon visionnage. Bonjour à tous. Peu importe comment je m'appelle, appelez-moi simplement Cobra. Je ne cherche ni respect ni pitié. Je ne suis pas un héros et je ne cherche pas la compassion. Je suis un quart d'heure avec une sorte de code d'honneur, si l'on peut dire ainsi. Mon objectif, ce sont les policiers. Ils pensent être du bon côté de la loi, mais en réalité, leurs mains sont plus sales que celles de n'importe quel criminel qu'ils arrêtent. Je le sais parce que j'ai été l'un de ceux qu'ils ont impitoyablement poussés au fond. Et tu veux dire ça ? Tout a commencé il y a quelques années, lorsqu'ils sont venus me chercher. Pas à cause du carding, non. À l'époque, je n'avais rien à voir avec cela. Ils ont détruit ma vie avec de fausses accusations, des preuves fabriquées et des témoignages mensongers. Ma famille s'est effondrée, et je me suis retrouvé sans rien. Ma vie était autrefois complètement différente. J'avais une famille que j'aimais plus que tout. Une femme, Rachel, et 2 jeunes enfants, un fils, Tyler, et une fille, Emma. Nous vivions dans une petite maison en périphérie de la ville, où les arbres se penchaient sur les rues étroites et où l'odeur du café frais le matin était chose courante. Je travaillais comme administrateur système dans une entreprise de taille moyenne. Le travail était familier et stable, mais il me convenait. J'avais tout ce dont on peut rêver. Une famille aimante, la tranquillité d'esprit et la confiance en l'avenir. Mais un jour, tout cela a disparu. Ce fut le jour où la police a décidé qu'elle avait besoin d'un bouc émissaire. Vous vous demandez comment la police a ruiné ma vie et comment j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. D'accord, écoutez attentivement, car ce n'est pas une histoire banale. Ce fut un processus lent et méthodique de destruction qui a commencé par un incident apparemment anodin. Tout a commencé lorsque j'étais encore administrateur système dans une entreprise de taille moyenne. Rien de spécial. Juste un travail normal qui me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Tout allait bien. Mais un jour, soudainement, tout a commencé à s'effondrer. Ce jour-là a commencé comme d'habitude. Je me suis réveillé, j'ai embrassé Rachel, j'ai pris le petit déjeuner avec les enfants et je me suis préparé pour aller travailler. Mais avant d'atteindre la porte, j'ai entendu un coup fort. Au début, j'ai pensé que c'était un voisin qui venait emprunter quelque chose ou simplement dire bonjour. Mais quand j'ai ouvert la porte, il y avait 3 policiers en tenue complète devant moi, avec des visages sérieux, comme s'ils étaient venus arrêter un criminel dangereux. Ils ne m'ont même pas donné la possibilité de dire quoi que ce soit. L'un d'eux m'a immédiatement attrapé par le bras, un autre m'a mis les mains derrière le dos et m'a menotté. Rachel est sortie en courant de la cuisine, regardant avec peur ce qui se passait. Les enfants ont commencé à pleurer, mais ils ne s'en sont pas souciés. Les policiers n'ont rien expliqué. Ils ont juste dit que j'étais arrêté pour suspicion de participation à des cybercrimes. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Moi ? Cybercrime ? Ça doit être une erreur. Mais non, ce n'était pas une erreur. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils m'ont emmené au commissariat, où j'ai passé plusieurs jours en cellule, sans pouvoir contacter mon avocat ni voir ma famille. Je pensais constamment à Rachel et aux enfants, comment ils vivaient tout cela. Mais le pire était encore à venir. Le procès a été une farce. J'ai été accusé à tort d'avoir piraté les serveurs d'une grande entreprise et volé des données. D'où venaient ces accusations ? La police avait fabriqué des preuves. Je l'ai découvert plus tard, lorsque j'étais au tribunal. Ils ont trouvé des fichiers sur mon ordinateur que je n'avais jamais vus auparavant. Il s'est avéré que pendant la perquisition, lorsqu'ils m'ont arrêté, ils ont téléchargé ces fichiers sur mon ordinateur et les ont ensuite trouvés, les utilisant comme principal élément de preuve. Qu'en pensez-vous ? L'incompétence des vieux policiers en matière de cybercriminalité mène à cela,
et ce sont les personnes censées protéger les droits et libertés des citoyens. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient été des témoins, des personnes que je n'avais jamais rencontrées, qui affirmaient devant le tribunal que j'étais impliqué dans diverses affaires louches. Ils ont raconté tant de mensonges que même le juge a commencé à me regarder avec dégoût. Je n'avais aucune chance d'avoir un procès équitable. C'était comme regarder mon propre cercueil se construire. Rachel a essayé de me soutenir. Elle va la courue de cabinet d'avocat en cabinet d'avocat, a écrit des lettres, a essayé de trouver une vérité dans cette absurdité. Mais la police ne s'est pas arrêtée là. Ils ont commencé à exercer des pressions sur elle, la menaçant de lui retirer les enfants si elle ne cessait pas d'enquêter sur l'affaire. Ils ont même commencé à la suivre, apparaissant chez nous chaque jour pour l'intimider. Nous ne pouvions plus supporter cela. Notre mariage a commencé à se désintégrer sous la pression de cette folie. Finalement, Rachel a abandonné. Elle a demandé le divorce parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans la peur constante. Elle et les enfants sont allés chez ses parents, me laissant seule et dévastée. Mais ce n'était pas la fin. Les flics ne se sont pas arrêtés là. Après avoir été libéré de prison, j'ai découvert que j'étais sur une liste noire. Je ne pouvais pas trouver de travail parce que mon casier judiciaire faisait désormais partie de mon CV. Ils ont envoyé des informations à mon sujet à tous les employeurs possibles. Ma maison a été confisquée en raison des dettes provenant des frais de justice. J'étais à la rue, sans famille, sans travail, sans espoir. Ce fut une destruction délibérée et méthodique. Ils ont détruit tout ce que j'avais, juste pour montrer qu'ils faisaient leur travail. Ils ont joué selon leurs propres règles, et je suis devenu victime de leur sale jeu. Ce fut le moment où j'ai décidé qu'ils n'avaient pas le droit de rester impunis. S'ils peuvent ruiner ma vie, je peux leur faire ressentir la même chose. Mais je ne jouerai pas selon leurs règles. Je deviendrai une ombre qui les suit dans les endroits et moments les plus inattendus. Et j'ai trouvé ma place dans ce monde. Le carding est devenu ma façon de me venger. Je sais que vous pouvez penser que ce n'est pas une solution, que ce n'est qu'un autre crime. Mais pour moi, ce n'en est pas un. C'est ma façon de leur faire ressentir la même douleur qu'ils m'ont infligée. Et peut-être qu'à un moment donné, ils réaliseront que chaque action a des conséquences, même s'ils pensent qu'ils sont intouchables. Parlons maintenant de la façon dont je suis devenu un quart-d'air. C'est comme demander comment une personne devient criminelle. Cela ne se produit pas en un seul instant. C'est un processus graduel où chaque étape conduit à la suivante et ensuite on se retourne et on se rend compte qu'il est impossible de revenir en arrière. Mais je vais vous raconter comment cela s'est passé pour moi. Après que la police a détruit ma vie, je me suis retrouvé à la rue. Au début, j'ai essayé de survivre en faisant des petits boulots partout où je pouvais, mais partout on me rejetait. Mon casier judiciaire était comme une condamnation qui me suivait partout où j'allais. J'étais un paria dans la société, et cela ne me donnait aucune chance de mener une vie normale. J'étais rempli de colère et de désespoir. Je pensais à comment me venger de ceux qui m'avaient tout pris. Je n'étais pas un hacker professionnel. Je n'avais pas de connaissances approfondies en cybersécurité. Mais je savais une chose. Les systèmes sur lesquels ces flics arrogants comptaient tant avaient aussi leurs faiblesses. Et si je pouvais les trouver, je pourrais les frapper. Mon premier pas dans le monde du carding a été accidentel. J'étais assis dans un cybercafé, parcourant des sites web et des forums, essayant de trouver toute information qui pourrait m'aider. Et c'est alors que je suis tombé sur un forum dans le Darknet où les gens discutaient de la façon de pirater les systèmes de paiement. Au début, cela me semblait lointain et inaccessible, mais j'ai commencé à lire davantage. J'ai passé des heures sur les forums, étudiant tout ce que je pouvais trouver. J'ai trouvé des guides détaillés, des discussions avec des détails techniques, des conseils de quart-d'heure expérimentés. Pas à pas, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait ce monde. J'ai pris mon temps, c'était mon entraînement, mon chemin vers la vengeance. Mes premières tentatives ont échoué. J'ai appris de mes erreurs, mais je n'ai pas arrêté. J'ai réalisé que j'avais besoin de plus de connaissances, de plus de compétences. J'ai appris à programmer. J'ai commencé à étudier les protocoles réseau et à étudier les mécanismes de sécurité des systèmes bancaires. Tout cela a pris du temps et de la patience, mais j'étais prêt à investir ces ressources pour atteindre mon objectif. Mon premier trophée réel était petit, quelques cartes de crédit avec un petit montant sur le compte.
J'ai utilisé cet argent pour survivre, acheter de la nourriture et un abri temporaire. Mais ce n'était que le début. Chaque succès me donnait plus de confiance, et j'ai commencé à devenir plus malin. Mais même alors, je n'avais pas l'intention de devenir un quart d'heure professionnel. J'ai commencé à chercher des données sur les policiers. Ce n'était pas facile, car ils essayaient de se protéger contre des gens comme moi. Mais j'étais persévérant. En tant que quart d'heure, je me suis concentré exclusivement sur une chose, les policiers. Ils pensent qu'ils sont intouchables, mais ils ont des faiblesses. Leur confiance en eux et leur croyance en leur impunité sont devenues mon arme. J'ai commencé à chercher des informations sur eux dans des sources ouvertes, j'ai extrait des données de bases de données divulguées par des hackers et j'ai utilisé le phishing pour voler leurs données personnelles. J'ai trouvé des moyens d'accéder à leurs données personnelles via le phishing et l'ingénierie sociale. J'ai examiné leurs transactions financières, cherchant des faiblesses dans leur système de sécurité. Au début, ce n'était que des piratages simples de petites sommes d'argent, mais avec le temps, j'ai acquis de l'expérience et j'ai commencé à cibler ceux qui étaient plus haut dans leur hiérarchie. Un jour, après plusieurs mois de recherche, j'ai réussi à accéder au compte d'un officier de haut rang. Il était arrogant et ne se souciait pas de la sécurité de ses finances. Je n'ai pas précipité pour dépenser son argent. Au lieu de cela, j'ai vérifié ses relevés bancaires et vu comment il utilisait des fonds publics pour des besoins personnels. Ce fut ma première grande victoire. Je n'ai pas seulement volé son argent, j'ai aussi envoyé des documents compromettants aux médias locaux. Je vous en parlerai en détail plus tard dans mon histoire. Ce fut un véritable coup pour lui et il a été contraint de démissionner. Chaque jour, je devenais meilleur dans mon travail. J'ai appris et je me suis amélioré et ma haine envers le système n'a fait que croître. J'ai commencé à apprécier ce que je faisais, car je savais que chaque piratage était un coup porté à ceux qui détruisaient la vie des gens ordinaires. Ma vengeance est devenue mon objectif, et le carding est devenu mon instrument de punition pour eux. Je ne suis plus l'homme brisé, qui avait autrefois été jeté à la rue. Je suis devenu plus fort, plus intelligent et plus dangereux. Et chaque fois que j'accède à une nouvelle carte de policier, je me souviens du jour où ils ont tout pris de moi. C'est ma façon de rembourser ma dette. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas né quart d'heure. Ce n'était pas mon choix, mais c'est devenu mon destin. Et si le système pense qu'il peut continuer à jouer avec la vie des gens, il se trompe. Je suis là pour leur rappeler que chaque action a des conséquences. Je n'ai jamais pris d'argent aux gens ordinaires. C'était contre mes principes. Pendant toutes ces années, je n'ai poursuivi que ceux qui se considèrent ça comme des défenseurs de la loi, mais qui en réalité ne font que s'enrichir aux dépens des autres. Vous n'avez aucune idée de la quantité de saleté que l'on peut trouver dans les relevés bancaires des policiers. Les sommes qu'ils retiraient des fonds publics ressemblaient à des dons au temple des saints menteurs. Quand j'accède à la carte d'un policier, je le fais discrètement et sans laisser de traces. Savez-vous comment cela fonctionne ? Je ne dépense pas leur argent tout de suite. Non, ce serait trop simple et primitif. Au lieu de cela, je transfère l'argent sur des comptes caritatifs ou des portefeuilles crypto-anonymes, d'où il sera ensuite utilisé pour financer divers mouvements contre le système qui a détruit ma vie. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils financent les mêmes organisations contre lesquelles ils se battent. Comment ai-je réussi à voler les données des cartes des policiers ? Ce n'était pas seulement un travail technique, c'était une sorte de jeu où chaque mouvement nécessitait une planification claire et une compréhension de qui vous aviez affaire. Les policiers ne sont pas des cibles aussi faciles qu'ils n'y paraissent à première vue, ils protègent leurs données, mais j'ai vite compris que leur excès de confiance est leur plus grande faiblesse. La première étape consistait à recueillir des informations. Je ne pouvais pas simplement deviner qui travaillait dans la police, j'ai recherché toutes les sources disponibles, réseaux sociaux, bases de données ouvertes, même des sites pour trouver des personnes. J'ai extrait des informations sur ceux qui travaillent dans les forces de l'ordre, analysé leurs profils, recueilli des données sur leurs activités et contacts. Cela a demandé de la patience et du temps, mais à la fin j'ai obtenu une image claire de ceux qui méritaient mon attention. L'ingénierie sociale est devenue mon arme principale. J'ai appris à parler leur langage, à devenir quelqu'un en qui ils auraient confiance. Par exemple, je pouvais envoyer un email qui ressemblait à une demande officielle du service de sécurité interne où je pouvais pirater le compte d'un collègue
et l'utiliser pour faire des suivis. Les policiers, comme toutes les personnes, ont leurs faiblesses. Certains sont trop confiants, d'autres ne savent tout simplement pas comment distinguer le vrai du faux. J'ai développé plusieurs techniques de phishing spécifiquement ciblées sur les policiers. Par exemple, j'ai créé de faux sites web qui ressemblaient à des portails internes de la police ou à des sites contenant des informations importantes pour les forces de l'ordre. J'ai utilisé de faux certificats de sécurité pour qu'ils ne soupçonnent rien d'anormal lorsqu'ils saisissaient leurs données. C'était un coup risqué, mais il a porté ses fruits. Un jour, j'ai réussi à accéder à une base de données interne du département de police qui stockait les informations personnelles de plusieurs centaines d'officiers. C'était un véritable trésor. Mais j'ai utilisé les données très prudemment pour ne pas attirer trop d'attention. Une autre méthode que j'ai utilisée était le phishing téléphonique. J'ai étudié les schémas vocaux et le jargon des policiers pour les appeler et me faire passer pour leurs collègues ou supérieurs. En général, je prétendais mener une enquête interne ou une vérification et j'avais besoin d'informations supplémentaires pour compléter le processus. Certains d'entre eux étaient si crédules qu'ils ne vérifiaient même pas ce que je disais et me donnaient simplement ce que je demandais. Mais le plus important est de ne pas laisser de traces. J'ai toujours été prudent en utilisant des VPN, des proxys et d'autres mesures de sécurité pour cacher mon emplacement et mes traces sur Internet. J'ai compris que si jamais ils me trouvaient, ce serait la fin. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps à apprendre toutes les méthodes d'anonymat disponibles dans le Darknet. C'était une sorte de jeu de cache-cache où les enjeux étaient trop élevés pour commettre une erreur. Avec le temps, lorsque j'avais déjà accès à plusieurs cartes de crédit et comptes bancaires, j'ai commencé à étudier comment ils dépensaient leur argent, sur quoi ils le dépensaient. Donc c'était intéressant de voir comment les policiers, qui sont censés être un modèle d'intégrité, dépensent de l'argent pour des choses douteuses ou même simplement pour des luxes qui ne correspondent clairement pas à leurs salaires officiels. Alors si certains d'entre vous pensent que les policiers sont des saints intouchables, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Ils sont tout aussi vulnérables que n'importe qui d'autre. Et si vous savez où chercher et que vous avez suffisamment de patience, vous trouverez leurs faiblesses. Ce n'est qu'une question de temps et de bonne approche. Et rappelez-vous que chaque piratage n'est pas seulement un vol. C'est un acte de justice à mes yeux, une opportunité de leur rappeler qu'ils peuvent aussi devenir des victimes. Il y a eu des cas où j'ai réussi à découvrir plus que de simples numéros de carte. J'ai trouvé des matériaux compromettants qui prouvaient à quel point le système était pourri. Plusieurs fois, j'ai envoyé ces matériaux aux médias locaux et plusieurs héros en uniforme ont été contraints de démissionner. Mais la plupart du temps, ces histoires ont simplement été étouffées et ces policiers ont continué leur vie comme si de rien n'était. Sauf que maintenant, ils savaient que quelqu'un les surveillait et cela les effrayait plus que toute autre menace. Et maintenant, rappelez-vous qu'au milieu de l'histoire, je vous ai promis un cas sur un officier de police de haut rang dont j'ai piraté les données et divulgué les informations aux médias. Alors, voici l'histoire. Vous savez quelle est la meilleure partie de mon travail ? C'est le moment où vous voyez l'un d'entre eux tomber. Et pas seulement tomber, mais s'écraser au sol, perdant tout ce qu'il avait construit de ses mains sales. Je me souviendrai de l'un de ces moments pour le reste de ma vie. Ce fut un cas réussi où un flic a été forcé de démissionner. Et ce n'était pas seulement un licenciement, c'était une perte complète de tout ce qu'il considérait comme son statut inviolable. Ce flic, appelons-le Major Cross, a toujours été à l'avant-garde des forces de police locales. Il se considérait comme intouchable, un véritable héros en uniforme que personne ne pouvait toucher. Il aimait montrer son pouvoir et sa force, surtout envers ceux qui ne pouvaient pas se défendre. J'ai entendu parler de lui par de nombreuses personnes. Ils m'ont raconté comment il plantait de la drogue lors des perquisitions, comment il acceptait des pots de vin de la part de commerçants locaux qui voulaient éviter les inspections. Mais tout cela restait hors de la loi, ses collègues le couvraient et toutes les tentatives pour le traduire en justice échouaient. Mais j'ai décidé que son heure était venue. Je l'ai trouvé grâce à une base de données régulière qui répertoriait tous les officiers de police de notre quartier. Ensuite, j'ai commencé à recueillir des informations sur lui, les réseaux sociaux, les dossiers publics, même les forums où il aurait pu être mentionné. Ce fut un long processus, mais je suis habitué à ce genre de choses. C'est une sorte de chasse, où chaque morceau d'information est un pas de plus vers votre objectif. Ensuite,
j'ai commencé à le fisher. J'ai créé un faux site web qui ressemblait à un portail interne pour la police où il était censé mettre à jour ses informations. Je lui ai envoyé plusieurs courriels qui semblaient provenir de ses supérieurs, lui demandant de se connecter et de saisir ses identifiants, et il est tombé dans le piège. Il a saisi son nom d'utilisateur et son mot de passe, et j'ai eu accès à sa boîte de réception personnelle et à plusieurs autres comptes professionnels. Ce que j'ai trouvé a dépassé toutes mes attentes. Parmi les piles d'informations banales et officielles, il y avait des preuves de ses activités illégales. En particulier, il y avait des courriels où il organisait le transfert d'argent d'un commerçant local en échange de ne pas inspecter son café pour le respect des normes sanitaires. Il y avait des correspondances avec d'autres policiers où ils discutèrent de la manière de tirer plus d'argent de l'affaire suivante. Mais le plus choquant était une vidéo qu'il gardait dans ses fichiers personnels, montrant comment lui et plusieurs autres officiers frappaient un suspect lors d'une descente et lui plantaient de la drogue. J'ai réalisé que c'était ma chance. J'ai rassemblé toutes ces preuves, les ai stockées sur plusieurs serveurs anonymes pour pouvoir y accéder de n'importe où, et j'ai commencé à chercher des moyens de transmettre ces informations. J'ai contacté plusieurs journalistes connus pour leurs enquêtes sur la corruption. L'un d'eux, dont je ne mentionnerai pas le nom pour sa propre sécurité, a accepté de prendre l'affaire en main. Nous avons soigneusement planifié nos actions. Le journaliste a reçu tous les documents, les a vérifiés pour s'assurer de leur exactitude et a préparé un article. Mais nous savions qu'un seul article pourrait ne pas suffire à mettre tout le mécanisme en marche. J'ai donc créé un compte anonyme sur les réseaux sociaux et commencé à diffuser les documents, les rendant viraux. En même temps, le journaliste a contacté d'autres personnes pour créer un effet boule de neige. Quand l'histoire a été publiée, ce fut comme une bombe. Les gens étaient choqués que ce héros soit en réalité un simple criminel en uniforme. Ses collègues ont essayé de défendre le flic corrompu, mais les preuves étaient trop accablantes. La vidéo de la bastonnade et du dépôt de drogue est devenue un verdict. Après cela, il y eut une telle vague d'indignation que ses supérieurs n'eurent pas le choix. Cross fut suspendu de ses fonctions, puis forcé de démissionner. J'ai observé tout cela de loin avec un sentiment de satisfaction. C'était plus qu'une simple vengeance. C'était la restauration de la justice. Le flic corrompu a eu ce qu'il méritait. Je savais que la perte de son emploi était un véritable coup pour lui. Tous ses rêves d'une carrière future dans la police se sont brisés. Les gens qu'il avait autrefois intimidés se détournaient maintenant de lui. Bien qu'il ait échappé à la poursuite pénale, sa réputation fut ruinée pour toujours. Ce fut une petite victoire pour moi, mais elle eut un grand impact sur lui. Il savait maintenant qu'il y avait quelqu'un qui surveillait les gens comme lui, quelqu'un qui ne leur permettrait pas de continuer à abuser de leur pouvoir en toute impunité. Bien que ce ne soit qu'un des nombreux cas, il reste spécial pour moi. Ce fut le moment où j'ai pu voir les vraies conséquences de mes actions, et cela me donne la force de continuer. La chasse est ouverte, et je sais que chaque prochain policier qui décide de commettre un crime pourrait être ma prochaine cible. Je me rends compte que certains d'entre vous pourraient dire que je ne vaux pas mieux que les gens que je poursuis, mais cela ne me dérange pas. Je vis selon mes propres règles, et jusqu'à présent, elles ne m'ont pas laissé tomber. Je sais que tôt ou tard, cela pourrait se terminer. Peut-être qu'ils me trouveront, peut-être pas. Mais même s'ils le font, je ne regretterai pas un seul pas que j'ai fait. J'ai vu leur vraie nature, et elle est dégoûtante. Mon objectif est de leur montrer que même dans le coin le plus sombre du Darknet, il y a ceux qui n'oublieront pas et ne pardonneront pas. Je ne vous demande pas de suivre mon chemin. C'est dangereux, c'est difficile, et cela peut très mal finir pour vous. Mais si vous décidez de suivre mes traces, souvenez-vous, ils ne sont pas des saints et ils ont leurs faiblesses. Ils pensent qu'ils sont intouchables, mais je suis ici pour leur prouver qu'ils ne le sont pas. L'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé. Comment avez-vous trouvé l'histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Il est important pour moi de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes intéressants. Maintenant, parlons de l'essentiel. Je tiens à souligner que les actions du protagoniste de cette histoire, malgré ses difficultés et le traitement injuste de la part de la police, ne peuvent être justifiées. La loi doit toujours être respectée, et aucune motivation personnelle ne peut justifier une violation de la loi.
J'encourage vivement tous les spectateurs à ne pas reproduire les actions de Cobra, car cela est très dangereux et peut entraîner de graves conséquences légales, y compris l'emprisonnement. Avant de vous dire au revoir, je veux vous donner quelques recommandations simples, mais importantes pour vous protéger contre les cybercriminels. Mettez régulièrement à jour vos mots de passe et utilisez des combinaisons complexes. Évitez d'utiliser le même mot de passe pour différents services. Activez l'authentification à 2 facteurs sur tous vos comptes importants. Cela ajoutera une couche de sécurité supplémentaire. Ne cliquez pas sur des emails ou des liens suspects. Les attaques de setup de phishing sont l'un des moyens les plus courants de vol de données. Vérifiez les URL pour repérer les erreurs ou les caractères inhabituels qui pourraient indiquer un site web frauduleux. Mettez régulièrement à jour vos logiciels et vos antivirus. Cela vous aidera à vous protéger contre les logiciels malveillants. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans les prochains épisodes. Prenez soin de vous et restez en sécurité dans le monde numérique.